Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Cette organisation née dans les années 70 et pour être beaucoup plus précis, c'était le 20 mars 1970 et aujourd'hui c'est une organisation qui compte 88 États membres. Nous retrouvons ces États en Afrique où nous sommes, en Europe et également en Asie et sur le continent américain. Vous comprendrez l'importance de cette organisation sur l'échiquier mondial. Mais aujourd'hui, nous allons voir effectivement, lorsqu'on parle du monde, lorsqu'on parle surtout des organisations pareilles à échelle avec une expansion mondiale, ce sont des organisations aujourd'hui qui également font face à la géopolitique et surtout à un monde qui bouge vu les dynamiques de part et d'autre, un monde qui change, un monde qui bouge dans toutes les dimensions. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant le rôle et la place de la francophonie, en tout cas de l'Organisation internationale de la francophonie dans le monde. Mais pour commencer, cette année a été placée, le thème de cette année a été placé sous la diversité culturelle de la francophonie, en tout cas des pays membres de la francophonie. Tout à l'heure, nous allons suivre la secrétaire générale de cette organisation, Madame Louise Moshitiwabo, qui s'est exprimée à ce propos. Mais permettez-moi de vous présenter tout d'abord mes invités d'aujourd'hui. Nous sommes avec Victor Nhindi. C'est un professionnel de médias. Il est consultant international chez Huza et Partners. Bienvenue, Victor. Bonsoir, Elie Sabiti. Merci de Voilà, m'inviter. tout le plaisir d'être avec vous. Toujours un plaisir pour moi. Voilà. Nous sommes également avec Damien Mozon. Damien Mozon, il est rwando-béninois. Il est surtout fondateur de Aina Think Tank. Damien, merci bien de vous joindre à nous. J'ai un plaisir d'être avec toi. Voilà, la francophonie, tous les deux, vous savez ce que ça veut dire. Et surtout, vous faites partie des francophones que moi, personnellement, je connais, fier d'être francophone. Mais surtout, on va voir maintenant la francophonie dans sa dimension mondiale et surtout ce qu'elle signifie d'être francophone et surtout cette organisation dans le monde aujourd'hui. Mais tout d'abord, permettez-moi de suivre le speech, ou en tout cas le discours de Madame Moshitiwabo. Elle a donc placé un mot par rapport au thème de cette année qui a été placé sous la diversité culturelle des pays francophones. On va suivre Madame Louise Moshitiwabo. On revient tout à l'heure. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie en cette année 2023, c'est tout particulièrement au monde culturel que je veux m'adresser. Que vous soyez musicien, comédien, cinéaste, écrivain, chanteur, vous qui, à travers la langue française et les langues nationales, faites vivre vos créations dans le monde entier, y compris dans le vaste univers numérique, vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l'attention des pouvoirs publics, des groupes privés, des organismes de coopération et de financement, car vous êtes porteur de la riche diversité culturelle de notre espace francophone et surtout de l'immense créativité de sa jeunesse. Vous méritez toute notre attention parce que le dynamisme dans les industries culturelles contribue et devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à l'emploi. Vous méritez d'être mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux, pour vous mettre en réseau. C'est à tout cela que les chefs d'État et de gouvernement francophones se sont notamment engagés lors du récent sommet de Djerba, lorsqu'ils ont adopté la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Nous voulons surtout que vos œuvres soient présentes et facilement accessibles dans le numérique, qu'elles soient découvrables, pour utiliser ce nouveau mot à la mode qui a tout son sens.
alors que la transformation numérique a eu un impact profond sur les modes de création et de consommation. La découvrabilité des produits et contenus culturels est devenue le défi du moment. Un défi relevé par notre opérateur TV5 Monde et l'Organisation internationale de la francophonie avec la plateforme TV5 Monde Plus. Un défi qui nous appartient à tous de relever. Nous sommes 321 millions de francophones. Il y a des milliards de contenus culturels dans les livres, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans toutes sortes de nouveaux lieux de diffusion et encore plus sur les écrans et dans le numérique. Ils n'attendent qu'à exister davantage, à vivre davantage, à être plus commentés et plus largement partagés. Alors, ce 20 mars 2023, plaçons la diversité des cultures francophones au cœur des célébrations. Écoutons, regardons, téléchargeons, découvrons, chantons, dansons au tempo et au rythme des créations et des imaginaires francophones qui sont d'une richesse inépuisable. Bon 20 mars. Madame Louise Moshitio-Abo, secrétaire générale de l'OIF qui s'exprimait. Victor, c'est très important ce qu'elle dit. Parfois, on semble être porté par d'autres domaines. On oublie aussi que la culture ou les cultures peuvent être un vecteur très important de nos valeurs et surtout lorsqu'on parle d'une organisation comme la francophonie. Certainement, car l'Organisation internationale de la francophonie promeut donc l'usage de la langue française parmi les 88 États membres et les 320 millions de locuteurs dans l'inclusivité, c'est-à-dire en considérant les langues locales, les dialectes locaux et non pas seulement la langue française pour les échanges interculturels interpays. Et c'est une chose très importante car effectivement, que ce soit au Rwanda où nous avons seulement 6% de locuteurs français sur une population de 13 millions et à RDI Congo, plus grand pays francophone dans le monde avec une centaine de millions d'habitants, mais beaucoup moins dans la pratique qui parlent le français au quotidien. C'est une importance de considérer les réalités locales, les cultures et les traditions. Et donc l'Organisation internationale de la francophonie joue très bien ce rôle, non seulement dans la promotion de la découvrabilité des contenus culturels sur les plateformes numériques, mais tout en considérant aussi les réalités locales et les traditions dans ces pays, surtout en Afrique subsaharienne. Justement, Damien, la langue va de pair avec la culture quand même. C'est deux choses liées au départ déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, la place qu'occupe déjà la culture dans nos pays, avant de parler même de l'organisation en soi, est-ce que la culture, la promotion de la culture, ça occupe une place de choix déjà dans les pays avant de parler de l'organisation? Oui, si vous voyez déjà le fait que dans nos sociétés, ce qui réunit les gens, c'est beaucoup plus leur culture. C'est la culture qui est ce qui transcende parfois les différences dans les communautés. Et quand vous voyez un peu une organisation comme celle-là, dont on parle maintenant, la francophonie, pour qu'elle puisse continuer à exister, il faut qu'elle se détache un peu plus des bases fondamentales qui étaient différentes de ce qui se passe actuellement. Parce que moi, je vois le truc dans un sens de l'organisation au départ, c'est comme si c'est des organisations des États, des chefs d'État qui sont membres, et ce n'est pas des individus qui deviennent membres de la francophonie. Alors, si elle avance dans une perspective de pouvoir s'accrocher à quelque chose qui est d'utilité publique, comme la culture, ça veut dire qu'elle pourra quand même gagner le cœur de la masse, et ce qui ferait que cette organisation pourra peut-être survivre après que elle ait pu quand même être une organisation quand même
à part entièrement politique au départ, et puis actuellement prendre en considération la culture qui est la base et ce qui peut unir les gens. Quand on parle de la musique, on parle des talents qu'il faut révéler et tout, je crois que c'est derrière ça qui va faire que le côté linguistique de la chose va peut-être progressivement être juste un outil et non une fin. Parce que vous voyez la langue des pays comme le Ghana et d'autres pays qui quand même demandent à rejoindre la francophonie, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec le français? Donc je crois que c'est ces valeurs, et le Qatar, donc vous vous demandez quelles sont ces valeurs qui feront que cette organisation pourra être beaucoup plus fédératrice que seulement réunie au fait qu'on est francophone et on est fier d'être francophone et puis un gros regroupement de francophones. Et je pense que c'est quand même louable ce qui se fait actuellement pour quand même donner un pouce à cette organisation pour qu'elle soit beaucoup plus dans le cœur des peuples, quel qu'en soit leur emplacement dans le monde, que d'être un regroupement ou une association de gens qui ont seulement le français en commun. Et je pense qu'il faut quand même tirer chapeau pour ce qui se fait maintenant, si éventuellement ça pouvait se continuer pour que l'organisation quand même se rapproche beaucoup plus des peuples que des chefs d'État et des ministres des Affaires étrangères qui sont les acteurs principaux de cette organisation actuelle. Est-ce que Victor, c'est ce changement... parce qu'on a l'impression, d'après les propos de Damien, ce qui est vrai, on a l'impression que l'OIF essaie un peu de changer le fusil d'épaule, essaie un peu de voir les choses autrement. Est-ce que c'est une organisation comme autant d'autres qui est arrivée à certaines... qui a atteint certaines limites et qui a dit « je dois faire une mue, je dois renaître de mes cendres ». Le fait d'apporter le peuple un peu plus vers le haut, de mettre en avant le peuple que les chefs d'État, ça garantit un succès face aujourd'hui à la globalisation, également à d'autres organisations qui essaient un peu de changer d'approche et surtout leur manière de vivre avec les membres. Ce changement de fusil d'épaule est lié à la démographie, tout simplement. La jeunesse est majoritaire, 70% de la population d'Afrique a moins de 30 ans. Elle aspire à un nouveau paradigme qui n'est pas nécessairement celui des leaders qu'on a l'habitude d'avoir vus en Afrique. C'est une jeunesse qui aspire à accéder au contenu de divertissement, d'éducation et d'information. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les messieurs au niveau... Les intérêts au niveau des... Au grand monsieur en cravate. Des leaderships n'est pas nécessairement celle des peuples, malheureusement. Il y a une disparité dans les aspirations et les priorités des dirigeants et des populations jeunes, qui aujourd'hui, avec la francophonie, ont une possibilité de s'exprimer, notamment comme le disait le secrétaire général de la francophonie, Louise Mouché-Kiarabo, sur la découvrabilité des contenus culturels à travers les plateformes numériques, qui sont, avec les téléphones portables, maintenant accessibles à la majorité des populations en Afrique. Parce qu'on sent vraiment qu'elle pousse, elle amène les gens à consommer. À consommer ce contenu-là, à consommer français, à consommer francophone, à consommer francophile. Tout en considérant les valeurs locales, culturelles. C'est très important. Mais aussi en misant sur la formation continue et l'éducation. C'est une stratégie qui a été déjà enclenchée en 2014 avec la création de l'Institut francophone pour l'éducation et la formation basé à Dakar, qui, elle, travaille sur des stratégies gouvernementales de formation et d'éducation des populations jeunes, surtout les formations continues, à travers des programmes d'aide. On l'a vu ici au Rwanda déjà, de toute façon, avec plusieurs dizaines d'enseignants francophones d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Qui bénéficient d'un appui. Et qui font bénéficier à nos jeunes dans les écoles primaires, secondaires, d'une formation et d'une éducation en français. Donc c'est une réalité, et c'est une réalité qui est dans l'inclusion. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas dans les villes
et zones urbaines, mais on va vraiment là où le besoin est le plus criant. Et c'est une façon pour la francophonie de miser aussi sur la jeunesse dès le début pour faire un échange dans un premier temps en français et continuer avec cet échange dans la formation professionnelle lorsque ces jeunes seront sur le marché du travail, seront dans l'entrepreneuriat en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé. Mais en ayant eu cette base d'éducation à la française, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un exemple, on parle du Rwanda, on voit concrètement les résultats, on voit concrètement cette stratégie de support à l'éducation et qui, avec les différentes institutions en France, avec les premiers bailleurs français et canadiens, qui s'orientent justement non seulement dans la formation, mais aussi dans l'entrepreneuriat, qui sont un des piliers de la stratégie de la francophonie, avec bien sûr le développement des médias. C'est très important. On va y revenir. J'aimerais bien qu'on y aille un tout petit peu dans la profondeur parce que c'est très important. Il y a malheureusement certains programmes, des choses concrètes qui se passent, mais parfois qui sont moins mises en avant, moins en évidence parce que aujourd'hui, l'appui dont vous venez de parler, c'est très important. C'est des gens qui financent pas forcément en tant que Canadien, pas en tant que Français, mais d'abord en tant que francophone. C'est dans ce cadre, si je me fais bien comprendre. Damien, pour longtemps, pour aussi parler de français francophone, l'organisation, pendant longtemps, je dirais, a souffert aussi du fait qu'elle a toujours été perçue comme une main d'une puissance mondiale qui est la France pour donner des directives, des lignes à suivre pour particulièrement les nations africaines. Est-ce que aujourd'hui l'organisation a survécu à cette image qu'elle a portée avec elle pendant si longtemps? Est-ce que c'est une organisation que les gens voient autrement? Vous savez, beaucoup n'ont pas compris les raisons pour lesquelles notre sœur Louise Mushikiwabo a été nommée à la tête de cette organisation. Et quand vous voyez l'historique des secrétaires de cette organisation, la plupart, c'est des anciens chefs d'État. Vous avez par exemple l'ancien président sénégalais, Abdou Diouf, et celui du Canada qu'elle a même remplacé, qui a été quand même... Madame Jean. Qui a été une présidente. Donc, en quelque sorte... Gouverneur du Canada. Madame Jean. Donc, c'est des politiciens de haut niveau, des président de la République, par exemple, qu'on prend pour représenter cette organisation. Et ça va dans la ligne du fonctionnement de l'organisation. Et si on fait un peu un parallèle... C'est aussi le cas pour Mme Louise Mushikiwabo. Non, je vais vous expliquer. Si vous faites un parallélisme avec ça et l'ONU, par exemple. L'ONU, c'est une organisation purement politique et des grandes puissances avec tous les États combinés là-dedans. Pour la plupart du temps, vous allez voir, la plupart des secrétaires généraux de l'ONU, sont souvent des politiciens qui ont été placés. Le seul d'ailleurs qui est encore, par coïncidence, un noir africain ghanéen qui a dirigé Kofi Annan, qui a dirigé cette organisation. Si vous regardez un peu en arrière, c'est en son temps que l'ONU perdait tout son sens à cause des crises qui n'ont pas pu être réglées et que l'ONU devait normalement régler. Et vous vous rendez compte notamment le génocide qui s'est passé ici au Rwanda. Et ailleurs aussi. Et donc, du coup, c'est comme si l'ONU est là comme un machin, comme le disait quelqu'un, qui n'arrivait plus à régler les problèmes, qui est juste un club pour les politiciens. Alors, quand il est venu, l'une des choses qu'il avait mis sur la table, si vous vous rappelez, il avait dit « Reprenons la charte de l'ONU ». Et c'est écrit « Nous, we the people ». Ça parle de nous, les peuples.
les citoyens. Et c'est comme ça qu'il avait poussé un peu le bouchon pour que l'ONU commence par inviter non seulement des gens du secteur privé, mais aussi de la société civile. Sinon, c'était seulement un groupe ou une orientation purement politique des chefs d'État, des politiciens qui décident. Maintenant, pour que l'ONU se regagne le cœur de la masse, il fallait quelqu'un qui est juste une technocrate diplomate, que je vois en parallélisme avec notre sœur Louise Mouchikabo, que je ne pense pas est assez politique que technocrate, parce qu'elle a servi ici en tant que ministre des Affaires étrangères. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Mais quelque part, quand vous voyez son palmarès, son parcours, pour une analyse quand même objective, ce n'est pas une politicienne, si je peux utiliser ce terme. Et donc, quand elle vient à la tête de l'organisation, vous avez vu les innovations, les créativités qui ont commencé par se faire impulser. Donc, cette créativité, c'est pour voir comment on peut faire pour que cette organisation soit beaucoup plus à la disposition de la masse, des peuples, pour qu'elle puisse perdurer. Et je crois que si elle arrive pendant ces 2 mandats, et c'est la deuxième qu'elle est en train d'exécuter maintenant, à impulser cela à cette organisation internationale, je crois que ce côté dont vous venez de faire mention va quand même progressivement disparaître, parce que si les gens sont contents dans les clubs, dans les boîtes de nuit, ils vivent la francophonie partout dans le monde, ça veut dire que cette consommation francophone, francophile et tout ce que cela amène comme aspect attractif de l'organisation, je pense que l'organisation pourrait transcender ce côté un peu politique, et je pense que on a connu des organisations, par exemple, comme le Rotary, d'autres organisations internationales qui ont été créées pas juste des individus, mais qui ont pu quand même survivre dans le temps et dans l'espace à cause de leurs valeurs qui touchent des individus et des personnes, des peuples. Et je vois que c'est dans cette direction qu'on peut essayer de voir aujourd'hui cette tournure. Et c'est encore un travail en continuité, parce que ce n'est pas la fin. Et donc, je ne peux pas dire que tout est déjà fait et que c'est déjà devenu une organisation pour le peuple, mais c'est une tendance que nous devons quand même soutenir et applaudir et voir comment on peut arriver. Soyons un peu plus réalistes, parce que quand on voit les choses dans leur contexte et surtout l'observation faite par rapport, vous avez cité l'exemple, par exemple, des secrétaires généraux de la francophonie, selon les années. Vous avez aussi fait allusion aux Nations Unies. On a toujours taxé aussi, c'est aussi même le cas avec l'Union africaine, par exemple. On s'est dit, les grandes organisations comme ça, on s'est dit, les secrétaires généraux ou ils sont là pour exécuter les ordres des chefs d'État. C'est des secrétaires de ces chefs d'État. C'est que eux ou elles n'ont pas forcément une mainmise sur l'organisation, sur la démarche de l'organisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, parce que vous avez fait allusion à Mme Louise Mouchikabo, tous les deux, elle est arrivée aussi, on peut dire qu'elle est arrivée aussi à imposer, si le mot est convenable, je ne sais pas, est-ce qu'elle a pu, ou elle est arrivée également à imprimer sa touche? Est-ce qu'on peut sentir dans la manière de faire, dans les programmes institués aujourd'hui depuis sa prise de fonction à Erevan, qu'elle travaille, qu'elle a les mains libres de travailler en tant que secrétaire, d'initier des choses et d'en faire des réalités sans forcément attendre des directives de la part des chefs d'État? Elle est dans l'innovation, elle est dans le réel, le concret. C'est-à-dire que depuis Erevan, dans la réalité, c'est une institution assez figée, assez à l'ordre des États, surtout des bailleurs principaux France-Canada, qui était dirigée par Michaël Jean, qui a été assez passif lors de son unique mandat. Et elle s'est aussi heurtée à une institution qui était à l'image de la majorité des pays membres africains, assez technocrate et pas dans l'intervention de terrain. C'est-à-dire que ces programmes de formation, ces programmes de support culturel pour la jeunesse, ces programmes d'entrepreneuriat, etc., n'étaient pas vraiment la priorité de ces États et de cette institution. Elle a dû, à marche forcée, restructurer l'organisation en elle-même et mettre des objectifs clairs à atteindre
aux dépens d'une organisation qui était assez lourde dans l'administration, qui se limitait juste à la gestion au quotidien d'une organisation internationale comme on en a plusieurs, mais qui n'était pas dans la réponse que la jeunesse attend d'une telle organisation qui prône l'usage du français dans le monde pour le développement économique, pour le développement de l'éducation et de la culture. C'était assez absent. Or, nos pays sont majoritairement composés de jeunes qui ont une aspiration et une volonté d'aller en avant, contraire au paradigme passé qui était sujet aux priorités pour les plus anciens, on va dire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, pour le continent africain, c'est 70% de la jeunesse. Est-ce que c'est aussi, lorsqu'on la suit dans ses propos, chaque fois, elle met en avant la jeunesse, on sent qu'elle se projette plus dans le futur avec cette jeunesse. Tu sens qu'elle essaie de responsabiliser la jeunesse par rapport à cette organisation. Est-ce que le fait aussi qu'elle soit proche de la jeunesse, Damien, ça fait mouvoir les choses? Exactement. Vous voyez déjà le fait que l'organisation prend une tendance assez progressiste que régressiste. Donc, dans ce cas d'espèce, vous vous rendez compte que le fait de vouloir mettre en avant, surtout, elle parle non seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Et je crois que c'est des couches aujourd'hui qui sont assez sensibles, qu'il faudrait forcément essayer de mettre en avant de façon concrète et non juste dans les discours, parce qu'il peut arriver qu'on dise, des politiciens se regroupent pour dire nous voulons faire la promotion des jeunes, on parle des jeunes partout, mais aucun jeune n'est même représenté dans ces choses. Et je pense qu'aujourd'hui, même avoir la configuration, moi j'ai connu des jeunes qui sont aujourd'hui dans cette organisation, qui essaient quand même d'aller dans les pays comme le Burkina Faso ou ailleurs pour impulser d'autres dynamismes à cette organisation. Et vous savez, ces gens peuvent faire ce qu'ils peuvent parce que c'est une institution qui a aussi ses poids et quoi qu'on dise, les bases, comme on l'avait dit au départ, sont politiques. Et donc, ça fait qu'elle aurait pu apporter sa touche, ses influences par rapport à cette orientation. Maintenant, elle ne peut pas rester là longtemps. Et à un moment donné, il faudrait qu'elle parte et d'autres personnes vont venir. Et moi, mon espoir aujourd'hui, c'est que tout ce qu'elle essaie de faire, dans l'ombre comme dans la visibilité, que tout cela se mette, soit ait une continuité et que ça ne s'arrête pas parce que, bon, après son passage, que tout ça soit remis dans le placard et puis, bon, on commence comme à l'accoutumée et revenir encore en arrière. Donc, c'est encouragé et encourageable de voir qu'elles mettent quand même beaucoup d'accent sur les deux couches aujourd'hui qu'il faut forcément impliquer, les jeunes et les femmes. Et c'est aussi les meilleurs consommateurs de cette musique et de toutes ces cultures que nous sommes en train de promouvoir aujourd'hui pour que cette organisation quand même ait des valeurs qui s'accrochent à des cœurs et qui transcendent l'espace vicieux qu'elle occupe actuellement, parce qu'à un moment donné, on a besoin d'une organisation qui peut résonner dans le cœur des gens, peu importe leur langue, peu importe leur origine, peu importe leur réalité. Et c'est cela que nous devons quand même promouvoir et soutenir dans ce qui se passe actuellement. Voilà, promouvoir et soutenir, c'est une organisation, on a dit qu'il y a déjà à la base, elle était une organisation politique parce que née aussi de la volonté des politiques, il faut le dire. Et vous savez, c'est aussi par la volonté politique que nous avons d'autres projets qui se mettent en place. C'est par la volonté politique que les pays, les nations peuvent cohabiter, être amis ou ennemis en même temps. Mais au jour le jour, il y a des choses qui font vivre ces nations, des projets. Par exemple, tout à l'heure, vous avez cité l'éducation, mais la vie ne s'arrête pas qu'à l'éducation. Il y a d'autres domaines. On a parlé de la culture, on a parlé aussi de la politique. On va y revenir tout à l'heure. Mais Victor, l'OIF aujourd'hui, c'est aussi une organisation qui touche d'autres domaines de la vie de manière
pratique et pas pragmatique. Aujourd'hui, nous sommes dans une organisation, mais dont les membres appartiennent à d'autres organisations, soit sous-régionales, régionales ou continentales, qui aussi ont des initiatives de développement qui marchent. Quel est aujourd'hui maintenant le rôle, par exemple, de la francophonie, francophone ou pas? Est-ce qu'on voit dans cette organisation une organisation qui assure le développement des peuples? Oui, alors la francophonie, l'OIF est un partenaire de développement. Donc par définition, elle intervient sur les secteurs prioritaires de ces pays, ces blocs régionaux qui sont les échanges économiques, l'accès à l'emploi, la santé et l'éducation. Donc dans tous ces domaines, la francophonie avait déjà eu à développer soit des partenariats ou à créer comme l'Institut français, francophone pour l'éducation et l'information à Dakar, des structures qui vont accompagner ces efforts de développement dans ces différents secteurs. Donc, elle joue totalement son rôle à ce moment-là. Après, c'est vrai que les agendas de chacun et de chaque pays, chaque bloc régional sont assez suffisamment divergents pour avoir une harmonie dans l'implémentation de les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Mais elle a dans ses piliers les principaux domaines d'intervention qui sont du domaine de l'éducation, d'abord, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de la résilience socio-économique des communautés, c'est-à-dire l'accès à l'entrepreneuriat, à l'emploi, au financement des projets communautaires, nationaux, régionaux. Et cela s'inscrit aussi, bien sûr, dans le secteur des médias, où ils ont comme aussi une priorité d'intervenir sur quelque chose qui est très important, c'est la lutte contre la désinformation dans nos médias. Depuis, on a vu la crise de la pandémie Covid-19, et selon les régions, le Sahel, le Congo, l'Afrique du Nord, etc., le problème de l'accès à l'information réelle, qui est biaisé, qui est transformé pour des raisons souvent politiques et d'intérêt personnel qui ne favorisent pas vraiment l'épanouissement de ces peuples qui continuent à accéder malheureusement à du contenu qui n'est pas le reflet de la réalité, et de penser que cette désinformation est une réalité, alors qu'en fait, on a en priorité à lutter contre ces moyens de désinformation, on l'a déjà vu, et pouvoir éclairer le mieux qu'on peut ces communautés, souvent en milieu rural, avec un accès à l'information beaucoup plus direct par des professionnels. Donc, encore une fois, c'est de la formation des milieux professionnels des médias, c'est l'éthique, c'est le support à la production de contenu en langue française et bien sûr dans les langues locales. C'est, en ce qui concerne en tout cas la francophonie, quelque chose qu'ils ont pris en considération et en priorité. Même la secrétaire générale de la francophonie avait évoqué avec son directeur des affaires politiques l'année dernière à Kigali cette orientation prioritaire qui est la lutte contre les désinformations. Donc on est vraiment ici dans l'expression de priorité et proposer les voies et moyens pour concrétiser avec les acteurs locaux des solutions pratiques, pragmatiques, et non pas juste sur papier des rapports et des opinions. Mais voilà, cette démarche est louable, et je pense que on a encore beaucoup de travail à faire dans le secteur des médias, dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'éducation. Mais en tant qu'acteur de développement, l'OIF joue ici son rôle. Damien, je vous voyais un peu impatient. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parlant du concret, quoi. Oui. Au fond, sur cet apport-là. Je crois que la première fois, moi, j'ai entendu parler de la francophonie, c'était parce que j'étais à la recherche de bourses. Et on m'a dit, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie qui donne des bourses à des jeunes qui veulent aller étudier dans les pays francophones. Et je pense que sur cet aspect, par exemple, qui était quand même plus ou moins historique par rapport à l'organisation, quand on surmonte ça dans le concret,
je ne vois pas les jeunes, la masse dans laquelle nous nous retrouvons, se voir assez concernés par rapport à la francophonie. Parce que nous venons de célébrer, où nous sommes encore en cours de la semaine de la francophonie depuis le 20, ça a commencé. Mais est-ce que vous avez vu cet engouement ou cet engagement auprès de nos jeunes quand vous regardez dans nos rues, autour de nous? Donc, ce qui donne l'impression que cette organisation quand même, et c'est pourquoi les réformes sont primordiales et importantes, parce que tout ce que mon frère venait d'expliquer par rapport à ce que fait l'organisation par rapport à ces désinformations et d'autres choses, combien de gens sont vraiment au courant de ça et savent que l'organisation là a quelque chose à leur apporter ou a une valeur ajoutée pour leur vie, pour la population lambda. Et donc sur cet aspect, je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup plus de travail et beaucoup plus concret qui permettent... Là, vous parlez de la visibilité. La visibilité de l'organisation et surtout dans les actions qui ne sont pas généralement vulgarisées, parce que vous vous rendez compte que l'organisation ne suscite pas cet attachement vis-à-vis du peuple, parce que le peuple, malgré qu'elle puisse avoir des avantages relatifs dans cette organisation, n'arrive pas à se l'approprier au point de se dire « ceci me concerne ». Parce que normalement, si c'était le cas, vous allez voir dans nos villes, peut-être dans la semaine francophone, allait être une semaine quand même assez mouvementée avec des initiatives privées et autres. Mais c'est comme s'il n'y a pas le politique en haut et les regroupements officiels. Il n'y a pas d'autre chose quand même qui prouve que cette organisation est vraiment déjà acquise pour le peuple, par le peuple, et pour la continuité. Et c'est pourquoi ces réformes, je le dirais encore, sont primordiales et importantes, et que cette vulgarisation soit faite pour cette appropriation ou réappropriation de cette organisation par le peuple, qui doivent se sentir concernés beaucoup plus à la base plutôt qu'au sommet. Ce sont les limites. C'est très important, Victor. Ce sont les limites de la réflexion. Vous êtes un professionnel des médias, vous n'êtes pas très loin quand même de vos actions, vos activités, pas très loin de cette organisation. C'est quand même un défi que vous lance Damien. Le défi est institutionnel, c'est-à-dire que les canaux de communication ont toujours été à travers les États, donc à travers les ministères, et donc en tant que partenaire de développement à travers les institutions qui sont ici vraiment... on va dire, c'est encore un gros travail pour avoir cette réflexion sur les populations dans le concret. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui se font, il y a du concret, il y a de la formation, il y a du support, mais à travers les institutions qui sont ici publiques, très peu privées malheureusement. D'ailleurs, c'est un message qu'on devrait apporter à l'OIF de reposer aussi sur les acteurs du secteur privé dans tous ces domaines pour pouvoir implémenter concrètement et avoir de l'impact à travers les populations et avoir plus de visibilité, parce que ce que dit Damien est réel. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que la francophonie, ici pour le 20 mars par exemple, c'était très institutionnel, c'était les ministères, etc. Très peu de privés et très peu de considération pour l'impact. Le réel, c'est-à-dire que comment est-ce que le citoyen lambda se retrouve, se reflète dans ces démarches-là, surtout dans le domaine culturel, surtout dans le domaine des médias et surtout dans le domaine de la formation. C'est trop institutionnalisé et il y a encore du travail à faire pour que l'impact soit vraiment reconnu de nos citoyens, pas qu'au Rwanda, mais un peu partout en Afrique. Oui, Damien, c'est vrai, il y a du travail à faire. Côté visibilité, côté peuple, mais quand même, au plus haut, les grands savent quand même se vendre et vendre leur image, vendre l'image de l'organisation à d'autres grands. Aujourd'hui, parce que même l'intitulé de notre émission, on parle de l'OIF face à la géopolitique, c'est très important. Aujourd'hui, on a des pays comme le Qatar, par exemple, qui n'a pas d'histoire forcément avec l'organisation de la francophonie, internationale de la francophonie, mais qui clairement a affiché sa volonté de faire partie de cette organisation. Vous avez cité le cas du Ghana, on avait même à un certain moment évoqué le Nigeria qui envisageait, avec ses 200 millions de population, rejoindre cette organisation.
s'il y a encore des failles, s'il y a encore du manque, mais quand même, qu'est-ce qui attire ces pays dont je parle ici? Le Qatar n'est pas petit, il est petit par la taille, mais il est grand quand même par les actions et la vision. Qu'est-ce qui attire ces pays vers l'OIF? Je crois d'abord que c'est l'influence. Et quand je parle du cas que j'ai vécu, ce cas du Ghana, où j'ai vécu longtemps, les Ghanéens ont quand même ce défi d'être entourés de beaucoup de pays francophones, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso et j'en passe. Ça fait que la plupart des pays qui entourent le Ghana sont presque exclusivement des pays francophones. Et donc pour faire des affaires même avec les voisins, ce qui est nécessaire pour le pays, il fallait quand même que les gens aient un peu de français. Et ça fait que certains de ces Ghanéens arrivaient à partir dans des pays francophones pour aller apprendre le français, ce qui a donné l'option à leurs hommes politiques de voir, mais qu'est-ce qu'on a à perdre à demander à rejoindre une organisation pareille pour que nos jeunes puissent quand même, sous le couvert de l'OIF, aller faire des études dans des pays francophones et puis avoir cette visibilité, les bourses et d'autres choses qui viennent avec. Qu'est-ce qu'on a à perdre d'abord pour être membre de cette organisation? Et l'influence politique dans le sphère du monde, le côté francophone, vous voyez le nombre de monde que cela fait. Et donc je crois que c'est ce qui attire le plus, le fait qu'il y ait beaucoup de pays et beaucoup de monde à travers ces pays-là que cela draine vers cette organisation fait qu'on se dit si quand même on appartient à un idéal de monde où quand on a des problèmes, on peut avoir des soutiens parce qu'on appartient à telle organisation. Parce que tous ces pays même qui avancent, comme le Qatar, d'où je n'ai pas vécu, parfois se disent quand on a des soucis, même si c'est des questions politiques, il faudrait parfois qu'on ait des forces qui puissent nous soutenir et qui aient de l'influence pour quand même porter notre voix. Et donc, je crois que quelque part, on peut dire que c'est de bonne guerre parfois pour ces États, dans le sens, peut-être ils ont aussi leur raison beaucoup plus latente que nous ne pouvons pas peut-être percevoir en tant qu'observateurs de la vie sociopolitique, mais visiblement, on se dit c'est quand même pour élargir son influence politique vers une structure où, quand vous avez des problèmes et que l'OIF communique, par exemple, on a des pays quand même qu'on a vu qui sont avancés, mais qui ont eu des problèmes des actes comme ce qui se passe en Turquie maintenant. Si ils appartiennent à une organisation comme ça, l'organisation peut même soulever des levées des fonds pour ce pays-là. Donc, tout le monde prépare ses arrières et je pense que c'est quand même utile quelque part d'appartenir à cette organisation, même si elle a encore beaucoup de travail à faire vis-à-vis de son évolution pour quand même faire beaucoup plus d'impact que juste cette influence politique et stratégique qui peut peut-être être le mobile de beaucoup de pays d'ailleurs qui s'aventurent vers leurs membres. Et je vais seconder Damien sur ce plan-là parce que c'est une adhésion ou un intérêt plus politique. Lorsqu'on connaît les déconvenues que le Qatar a dû faire face par rapport au Qatargate, aux droits de l'homme, à la mise en place de la Coupe du Monde 2022 de football, qui fait qu'elle a eu beaucoup d'impact sur l'image du Qatar. Et aujourd'hui, dans les organisations internationales, ONU, Union européenne, etc., il est bon d'avoir des potentiels partenaires qui peuvent appuyer ou influencer les politiques qatariennes et son opinion en fait sur ce qui s'est réellement passé et éviter à continuer à se battre seul contre tout ce qui est allégations sur les droits de l'homme, etc. Sur aussi l'impact environnemental dont le Qatar est malheureusement en tant que producteur de gaz leader dans le monde et a son rôle. Donc, avoir la francophonie dans son giron permet de limiter en fait l'impact de la mauvaise présentation du pays, de l'Émirat dans certains milieux, tout simplement. Ça c'est le cas. Par exemple, vous citez le cas du Qatar. C'est très important parce que Damien parle déjà de la proximité du Ghana, le Nigeria. Le Nigeria est de l'autre côté, c'est le pays francophone. Voilà, c'est le Nigeria, où on retrouve même, par exemple au Nigeria, il y a des petits détails mais très importants où
dans les pays anglophones, par exemple, voyez-vous, ils roulent à droite, nous on roule à gauche, mais au Nigeria, ils s'adaptent au pays. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas le cas comme dans les autres pays anglophones, par exemple. Ça veut dire ce que ça veut dire sur le plan économique et stratégique. Mais le Qatar, quand même, de par sa position géographique, de par son histoire, ouais, si on dit le Qatar, vous avez énuméré les raisons qui peuvent pousser ou qui amènent aujourd'hui le Qatar à postuler à être membre de cette organisation. Et moi, je vous demande également, qu'est-ce que l'organisation a gagné à avoir un pays comme le Qatar en tant que membre? Damien. Déjà, c'est l'influence. Quand vous avez plus de monde, vous pouvez le monnayer vis-à-vis même de l'ONU, vis-à-vis de différentes institutions. Et donc, c'est le fait de dire nous sommes plus nombreux. Je crois que cet aspect de la chose impacte sur l'effet même de cette organisation. Parce que plus de monde vous avez, vous le voyez même dans nos pays, les jeunes qui arrivent à créer des associations, c'est en fonction du nombre de personnes qu'ils arrivent à drainer devant eux, parce que c'est de cela il est question, c'est le capital humain. Donc si vous arrivez à drainer assez de masse, ça vous permet quelque part d'avoir plus d'impact ou d'influence ou de voix. Parce que si la... Dites masse, est-ce que nous sommes dans la qualité ou la quantité, Damien? Oui, mais la quantité, quand même, ne peut pas se détacher de la qualité, quelque part, quand on parle des êtres humains. Parce que, vous voyez, ce qui fait que l'organisation... Là, je parle de la géopolitique. La géopolitique. Là, j'insiste beaucoup sur la géopolitique. Je ne suis pas forcément sur le plan humain. Le plan humain. Excusez-moi, oui, mais politique, vous ne pouvez pas parler politique sans parler des êtres humains, parce que l'homme est déjà... L'être qui compose cette politique-là, c'est d'abord à la base, c'est des êtres humains. S'il n'y avait pas des êtres humains, je ne pense pas que le sens politique ou socio-économique, tout ça aura de sens. Donc, si quelque chose touche à ça, et vous voyez aujourd'hui des jeunes qui arrivent à avoir des followers sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et tout ça, c'est des gens qui se font même courtiser par des gens qui veulent faire de la publicité et d'autres choses, non, mon frère, dans les médias. Donc, je pense que quelque part, il faut quand même voir le côté de l'agrandissement comme un poids. Et même, c'est pourquoi d'ailleurs je disais au départ que même si l'organisation a encore beaucoup, quand je parlais du fait que ces pays rejoignent par rapport à leur intérêt économique et stratégique et géopolitique, il y a le fait que même cette organisation, plus elle peut dire j'ai de monde, moi je peux, quand je fais une communication, vous voyez le nombre de personnes qui seront impactées. Et dans cette organisation où vous devez organiser par exemple la Coupe du Monde, ce dont on a parlé tout à l'heure, donc elle va avoir un rôle à jouer parce qu'elle a un pays membre qui voudrait organiser et elle va jouer du lobbying pour ça. Et ce n'est pas gratuit pour cette organisation de se dire, bon voilà, mais moi, je joue ma part sur les prises de décision au niveau mondial pour les grands événements et même l'orientation politique et stratégique de la vie publique. Et surtout que, en ce qui concerne le Qatar, c'est un des seuls pays qui, dans la péninsule arabique, qui aurait un intérêt à joindre la francophonie. Alors, il n'y a pratiquement aucun pays à part le Liban, si mes mémoires sont bonnes, qui soit membre. Donc avoir un émirat de plus dans la péninsule arabique, ça aide pour les relations diplomatiques, pour l'influence, pour le financement de l'organisation en elle-même. Comme je pense que les Qataris ont su montrer leur diversification, notamment dans le divertissement, dans le sport, dans les infrastructures. Et aujourd'hui, avec la francophonie, c'est une opportunité pour eux d'apporter aussi leur poids financier et avoir un échange, on va dire, win-win sur leur intérêt par rapport à la francophonie et l'OIF, leur intérêt par rapport à une présence dans la péninsule arabique, qui a été aussi une limite à leur expansion ces dernières années. Donc c'est un échange de bons procédés. La secrétaire générale de l'OIF, Mme Moshituabo, s'était exprimée en disant qu'elle était tout à fait ouverte à l'expansion de l'OIF. Quand il dit expansion, et vous entendez quand même que la porte est ouverte pour de nouveaux membres.
Alors, Damien, chaque organisation a ses valeurs, a ses principes. Est-ce que les valeurs qui faisaient de l'OIF, ce qu'elle était à sa création, est-ce que c'est une organisation aujourd'hui capable, par exemple, à s'adapter à un monde qui bouge, à un monde qui change, à dire, OK, ça c'était quand même des valeurs, mais avec le monde actuel, c'est des valeurs, entre guillemets, devenues obsolètes ou qui ne s'adaptent pas aux réalités de notre monde et peut-être qu'il va falloir s'ajuster, s'adapter à ce que le monde actuel propose ou nous impose parfois. Dans le monde réel, on dit qu'il faut réunir les gens autour de leurs intérêts. Et c'est la même chose que fait aussi les politiques. Mais ce qui unit réellement les gens, généralement, c'est les valeurs. Et j'ai parlé tout à l'heure des organisations comme le Rotary, par exemple, qui arrivent à mobiliser autant de monde et à faire autant d'impact. Comment ces organisations survivent? C'est à cause de ces valeurs qu'elles ont mises sur la table. Par exemple, on dit service au-delà de soi. C'est une forme du bon samaritain, ramené dans le contexte actuel de servir au-delà de soi-même ou de l'altruisme dans son sens profond. Maintenant, ça fait que quand quelqu'un se colle avec cette valeur, elle est beaucoup plus à rester avec vous pendant longtemps que si c'est des intérêts qui peuvent aussi tarir dans le temps et dans l'espace. Et c'est pourquoi moi je pense que si on considère le fait que c'est les valeurs qui soudent d'abord les gens, en priorité les êtres humains, avant même des intérêts, parce que les intérêts, c'est pécuniaire, c'est palpable, mais c'est des choses aussi qui finissent. Mais les valeurs, c'est des choses quand lui et moi, on se retrouve, même si on n'a pas d'intérêt ensemble, le fait qu'on partage certaines valeurs, et nous le remarquons quand on se promène dans d'autres pays et qu'on appartient à certaines organisations qui partagent certaines valeurs, on a plus tendance à se faire confiance de façon inconditionnelle. Et je pense que c'est cela même d'ailleurs les réformes dont il est question aujourd'hui pour la francophonie, d'aller vers cela, de trouver des points saillants qui font que les gens se retrouvent comme attirés vers l'organisation, pas par rapport à ce qu'ils gagnent de façon physique ou palpable, mais par rapport aux valeurs fondamentales de cette organisation. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que mon frère vous parlait des questions de droits de l'homme et autres, parce que je ne vois pas un pays qui serait fier qu'on le tague de « vous êtes les gens qui briment les femmes, vous êtes les gens qui abusent des enfants ou qui font des choses qui sont amorales, par exemple ». Et je pense que c'est ça, certaines de ces organisations ont pu surmonter, et la francophonie aussi pourra le faire si elles y investissent tous ces moyens, comme je crois, ils sont sur ce chemin-là actuellement. Victor, il y a aussi le point francophonie, je l'ai dit peut-être en début d'émission, on a longtemps lié la francophonie à la France, la langue française, l'influence de la France dans le monde à travers cette organisation. Ça nous ramène également à la notion de la France-Afrique. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes en train de sortir de cet amalgame-là des conceptions, des concepts et des définitions France, francophonie, influence de la France en Afrique, de la France en Afrique. Est-ce que c'est une organisation qui vit, par exemple, indépendamment de tout cela, de manière concrète? Je pense que l'OIF... Puisque nous parlons de la géopolitique. Si le Qatar cherche une certaine influence à travers la francophonie, est-ce que la France a perdu son influence ou n'utilise pas ou n'est pas aussi, là je dis aussi ce que les gens disent, la francophonie ne sert pas aussi à la France? La francophonie sert à la France, ça c'est indiscutable, c'est un outil d'influence soft power qui est indiscutable. Ce qui est aussi indiscutable, c'est le recul de la France sur le terrain sécuritaire et militaire en Afrique, avec plusieurs échecs dans sa présence au Sahel et son recul dans les pays du Golfe de Guinée, premier temps. Deuxième temps, son recul dans le secteur financier
d'influence des économies nouvelles, notamment russes, indiennes, turques, et chinoises bien sûr, qui ont pris le pas, qui ont été plus proactifs et qui ont été plus pragmatiques que la France dans son giron qu'on appelait France-Afrique. Et troisièmement, ce constat a été clairement dit par le président Emmanuel Macron dans son discours du 27 février, avant son voyage, son 18e voyage en Afrique, où il disait effectivement, voilà, nous allons changer de fusil d'épaule, nous allons avoir une nouvelle approche militaire sécuritaire, une nouvelle approche dans le soutien aux économies et à l'entrepreneuriat en Afrique, qui est beaucoup plus pragmatique et qui suit de toute façon l'évolution démographique, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, d'un côté, la francophonie continue à maintenir cette influence de la langue, de la francophilie, et de la culture et de l'éducation à la française dans l'ancienne France-Afrique, mais il y a un recul clair et net de la France dans d'autres secteurs, dans ce même giron. Et c'est de l'intérêt de la France de continuer à maintenir cette influence à travers l'OIF, bien sûr. Merci, messieurs, à tous les deux. Et merci pour vos explications et surtout pour l'éclairage que vous avez apporté à certaines des questions que nous posions, notamment aussi les téléspectateurs. Merci Victor Ndindi. Je me rappelle que vous êtes professionnel de médias et surtout consultant international à Huza & Partners. Merci. Également à Damien Mouzoun. Vous êtes rwando-béninois et également fondateur de Aina Think Tank. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Aimable Twahirwa. À mon nom propre, je vous dis grand merci et je vous invite à rester fidèle au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.